Voilà. Alors merci d'être venu malgré le froid qui commence, malgré l'obstruction de Monsieur Campion et de ses forains, mais enfin donc malgré tout cela, donc merci d'être là ce soir. Et c'est peut-être un manque de modestie, mais enfin comme je vous l'ai dit, eh bien, je vais avoir le plaisir de vous parler de deux personnages extraordinaires venus vraiment du fin fond du monde, d'Argentine, l'un de Buenos Aires, l'autre de Tucumán. Et il se trouve que l'Argentine, malgré tout, et on le sait assez peu, beaucoup l'ont découvert lors du colloque que nous avions organisé en 2010, et beaucoup d'historiens même qui étaient à ce colloque à la Maison de l'Amérique latine sur De Gaulle et l'Amérique latine, enfin le livre que nous avons publié à cette occasion, ne savaient pas que de tous les pays du monde, celui qui avait envoyé le plus grand nombre de volontaires rejoindre la France libre, c'était précisément l'Argentine. Et en plus, d'ailleurs, Erwan Bergo, qui a écrit un livre il y a maintenant 40-45 ans de cela sur les cadets, disait dans son livre qu'il avait été surpris en faisant ses recherches sur les Français libres du nombre de latino-américains et notamment d'Argentins parmi les volontaires de la France libre. Alors, je voudrais simplement rappeler que le chef emblématique de la première DFL, une unité, mon général, que vous connaissez, je tiens à saluer la présence du général Cuche, ancien chef d'état-major, président des anciens de la 2e DB, vraiment personnalité militaire et qui a beaucoup milité pour que le sigle DFL revienne justement au sein de l'armée française. Eh bien, le chef de la première DFL était le général Diego Brosset, qui était lui-même natif de Buenos Aires, Diego Brosset. Je salue le représentant de l'ambassade d'Argentine qui est venu aussi, conseiller donc Daniel Pepa. Merci à l'ambassade argentine d'être présente à cette conférence parce qu'elle va mettre en valeur évidemment ce qu'a été le rôle de ces deux volontaires argentins. Il y avait justement parmi tous ces cadets de la France libre des gens que René Marbeau, cadet de la France libre, présent lui aussi ici avec le président et le responsable et représentant des cadets de la France libre, enfin de l'association, qui sont là, et merci encore parce que grâce à eux d'ailleurs j'ai eu des documents et des photos qui me manquaient pour faire cette petite conférence ce soir. Donc les cadets de la France libre que tu as connus, il y avait dans ton groupe, dans ta session, il y avait Iriart, il y avait aussi les frères de Gannet, et donc ils étaient nombreux, il y en avait encore un ou deux autres, rien que dans ta session il y avait au moins 4 ou 5 cadets venus d'Argentine. Et alors, pour montrer que c'est un sentiment qui s'est un peu perpétué en Amérique latine, j'ai là quelques lignes que je vais vous lire, vous trouverez d'ailleurs à la sortie, j'ai mis des photos de nos deux héros de ce soir, Michel Iriart et Benjamin José, sur la table à l'entrée, et un texte qui a été publié en 1990. En 1988, la commission pour la célébration du centenaire du général de Gaulle et du cinquantenaire de l'appel avait décidé de faire appel aux alliances françaises à travers le monde, décision qui avait été prise donc par Pierre Lefranc lors d'une réunion de notre comité, et on avait demandé à toutes les alliances françaises qui acceptaient de le faire, de demander à leurs élèves d'écrire un texte sur le général de Gaulle. Nous avons reçu plusieurs centaines de réponses. Et un jury constitué justement par Pierre Lefranc, dont je ne faisais pas partie, a analysé tous les textes que nous avions reçus, et en vue de donner un premier prix, un deuxième prix, un troisième prix. Eh bien, le premier prix des centaines de réponses que nous avons reçues est allé à un certain Victor Manuel Casati de l'Alliance française de Rosario, Argentine. Et le deuxième prix est allé d'ailleurs à un Uruguayen. C'est dire que le Rio de la Plata a été bien représenté dans ce concours. Alors, justement, pour montrer que cet intérêt pour la France libre qui s'est manifesté en 1940, a continué encore d'exister encore très récemment. Voici quelques-unes des lignes écrites par ce Victor Manuel en 1989.
Le général de Gaulle, au long de sa vie, apporte des leçons, non seulement d'ordre moral ou politique, mais aussi un exemple pour des pays comme le mien qui sont à la recherche d'un sauveur. Nous avons besoin d'un homme puissant et décidé comme le chef de la France libre, qui, tout seul, face à la catastrophe, sans l'ombre d'une force ni d'une organisation, marche vers le salut de la nation. Nous avons besoin d'un républicain et démocrate comme De Gaulle, qui, une fois donné le salut au pays, lutte de toutes ses forces pour le rassemblement du peuple. Ce peuple qui voit en lui non seulement le chef, mais aussi le symbole de la République. Nous avons besoin d'un homme qui consulte le peuple par référendum, la voie la plus directe et la plus concrète pour connaître la vie de ses concitoyens. Et il termine en parlant justement de l'œuvre de De Gaulle, avec ce dernier commentaire, « Vieux Gaulois, acharné à défendre le sol et le génie de son peuple ». Voilà donc ce qu'un Argentin de 20 ans écrivait en 1989. Alors, donc, c'est vraiment mon plaisir, quand j'ai appris la disparition au mois d'août de Benjamin José, de faire quelque chose en hommage à ces deux Français libres venus de terres lointaines. Il se trouve d'ailleurs que aussi bien Benjamin José, dont je vais parler en premier lieu, que Michel Iriart se connaissaient. Ils s'étaient rencontrés de façon étonnante au siège du comité de Gaulle, dans une rue de Buenos Aires, la Calle San Martín. Le comité de Gaulle avait été créé dès le 3 juillet. C'était même le premier comité de Gaulle créé à travers le monde. Nous avons, en 2010, justement, fait un colloque sur De Gaulle et l'Amérique latine, et on a rappelé que le premier comité de Gaulle créé à travers le monde, et dont De Gaulle lui-même disait que c'était le pays qui avait envoyé le plus de volontaires et le comité qui avait eu le plus d'actions, eh bien, Benjamin José et Michel Iriart, qui avaient décidé dès 1940 de rejoindre le général de Gaulle, se sont rencontrés, mais ils ne se souvenaient plus si c'était en juillet ou en octobre. Moi, je dirais plutôt en octobre, car Benjamin est resté davantage de temps à Buenos Aires avant son embarquement pour la Grande-Bretagne. Et alors, il se trouve que ces deux garçons, ces deux enfants, puisque Benjamin José avait 15 ans et demi à l'époque, Michel Iriart, lui, avait 20 ans, ne se sont pas revus avant 1998. Lorsque Michel Iriart est venu à Paris, peut-être certains d'entre vous, je sais qu'au moins deux d'entre eux, notamment René Marbeau, étaient là, la ville de Paris a voulu honorer Michel Iriart lorsqu'il est venu en vacances à Paris, et le maire de Paris, Jean Tibéri, avait organisé dans la grande salle des drapeaux de l'hôtel de ville une réception en l'honneur de Michel Iriart. Il lui avait remis la médaille de vermeil de la ville de Paris, et donc à cette occasion, il a revu celui qu'il appelait El Tucumán, l'homme de Tucumán, la ville d'origine de Benjamin José. Il ne s'était pas revu depuis 1940. Mon colonel, il y a une place ici au premier rang. Voilà. Et donc, voilà ces deux hommes qui, pour moi, ont été vraiment des exemples extraordinaires du patriotisme et du désir de lutter pour la France. Alors évidemment, Michel Iriart était fils de Français. Benjamin José, lui, en revanche, était fils d'émigrés syriens catholiques qui avaient quitté la Syrie au moment de l'éclatement de l'Empire ottoman et qui, comme beaucoup de ce qu'on appelait à l'époque en Argentine les turcos, parce qu'ils voyageaient avec des passeports diplomatiques turcs, étaient venus se fixer au pied de la cordillère des Andes. Il y en a encore aujourd'hui, tout le long de la cordillère des Andes, on trouve des descendants de Syriens et de Libanais. Donc, famille chrétienne syrienne qui était venue se fixer à Tucumán. Tucumán, qui n'est pas une grande ville, mais qui est une ville célèbre en Argentine, parce que c'est là qu'a été proclamée l'indépendance de l'Argentine. C'est là qu'en 1816, eh bien, les pères fondateurs ont proclamé justement l'indépendance de leur pays. Donc c'est une ville que tout le monde connaît, au moins dans l'hémisphère sud. Et donc c'est là que Benjamin José est allé à l'école. Il était à l'école primaire, puis ensuite au collège secondaire, et il me racontait, quand je l'ai vu,
comment il avait découvert la chute de Paris au mois de juin 1940. Il rentrait de son école, il rentrait de son collège, il passe devant le siège d'un journal de Tucumán, la Gaceta, dont les propriétaires d'ailleurs étaient une famille d'Alsaciens qui avaient quitté la France en 1871 et qui aussi s'étaient fixés en Argentine. L'Argentine qui a toujours été une terre de refuge pour des milliers de personnes venues d'Europe. En l'occurrence, il y a eu beaucoup d'Alsaciens. Certains sont partis pour l'Algérie, mais beaucoup sont partis pour l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay. Et donc, c'est en passant devant le siège de ce journal, la Gaceta, qu'il voit un panneau en vitrine: l'armée allemande a occupé Paris. Et me disait Benjamin, quand j'ai fait sa connaissance, et je vais vous dire comment je l'ai connu, Benjamin m'a dit, moi, mes professeurs à l'école, mes instituteurs, quand j'étais encore tout petit, m'avaient toujours dit que c'était la France qui avait donné la culture et la liberté au monde. Benjamin avait 15 ans à l'époque. Il dit donc, j'ai pensé que si la France était occupée, la liberté et la culture risquaient de disparaître du monde. Alors ce Benjamin, donc cet homme extraordinaire, et le général Cuche, qui l'a bien connu, je crois, avait beaucoup aussi d'amitié pour Benjamin. Benjamin, je l'ai connu, je l'ai vu pour la première fois en 1982. Je rentrais de à peu près 2 mois et demi que j'avais passé en Argentine pour couvrir, comme on dit chez les journalistes, la guerre des Malouines. Et en rentrant à Paris, l'ambassade d'Argentine m'invite à une messe qui est donnée à l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois pour les morts de la guerre des Malouines. Donc je me rends, j'étais à Paris pendant quelques semaines, je vais à l'église et là, à la fin du service, un homme s'approche de moi et me dit « Ah, c'est bien vous qu'on voyait tous les jours à la télévision qui parlait de Buenos Aires ?» Alors je dis « Oui, c'est moi. » Ah, on commence à parler de l'Argentine, à parler de la guerre des Malouines, à parler des relations avec la Grande-Bretagne, bref, une longue conversation. Et puis on se quitte. Il se trouve qu'en 1983, je suis de nouveau de passage à Paris. J'habitais à l'époque plus à Buenos Aires qu'à Paris, mais enfin j'étais à Paris. Et je suis invité à une cérémonie argentine à nouveau, et je retombe sur le même monsieur, et on reprend la conversation très sympathique, et nous parlons pratiquement que de l'Argentine et de la guerre des Malouines, de rien d'autre. Et puis, en 1986, François Mitterrand était président de la République et Jacques Chirac, chef du gouvernement, Premier ministre. Il se trouve que pendant des années, j'avais couvert pour la télévision ce qu'on appelle la cérémonie du 18 juin au Mont-Valérien. Et puis, d'une part, parce que je n'étais pas en France, et d'autre part, parce que je n'en avais pas très envie, donc je n'étais plus allé au Mont-Valérien depuis 1981. Et en 1986, quand je vois que Jacques Chirac sera présent au Mont-Valérien, du coup, comme moi aussi je suis à Paris, je décide d'aller au Mont-Valérien pour assister à cette cérémonie, à cette commémoration historique du 18 juin. Et à la fin de la cérémonie, j'étais venu, il faisait très très chaud ce jour-là, j'avais un vêtement d'été très léger, et il se met à pleuvoir, mais alors un orage, une pluie d'été, et tout le monde disparaît. Je me retrouve comme un imbécile, tout seul sur l'esplanade du Mont-Valérien, et tout le monde était parti, chacun avait sa voiture, son chauffeur, pratiquement il n'y avait plus que quelques soldats, quelques badauds, si je puis dire, et moi. Et moi j'étais déjà bien trempé, tout d'un coup un autocar militaire passe devant moi, et je vois un monsieur derrière la vitre qui me fait signe, ce qui voulait dire donc venez, montez. Donc je m'approche, chauffeur du car militaire m'ouvre la porte, et ce monsieur, je l'avais reconnu, il me semblait que c'était celui que j'avais déjà vu à Saint-Germain-l'Auxerrois et à l'ambassade d'Argentine, et donc il me fait signe de venir m'asseoir à côté de lui. Et alors je lui pose la question, je lui dis excusez-moi, nous nous connaissons. Il me dit oui, ça fait déjà plusieurs années qu'on s'est rencontrés, nous nous connaissons. Je lui dis mais vous êtes argentin, c'est bien ça? Il me dit oui, je suis argentin. Alors je lui pose la question, mais excusez-moi, mais que fait un Argentin à la cérémonie commémorative du 18 juin au Mont-Valérien? Qu'est-ce que vous faites ici? Et alors il me montre son insigne, il me montre sa rosette de la Légion d'honneur, et il me dit « Je suis ancien Français libre, je suis un ancien de la 2e DB ».
Alors j'avoue que de me trouver face à face avec ce monsieur, que je connaissais donc déjà à l'époque depuis 4 ans, j'étais loin de me douter. Et alors, comme nous avons mis à peu près 2 heures pour regagner la place de l'Étoile, il a eu le temps de me raconter toute sa vie. Et effectivement, j'avoue qu'une vie qui était tellement passionnante que je lui ai écouté. Quand je retourne en Argentine, faites-moi savoir quand vous revenez, puisqu'il m'avait dit qu'il y retournait chaque année en vacances, et nous viendrons chez vous à Tucumán faire un reportage sur votre ville et sur votre entourage, votre famille, etc. C'est ce que nous avons fait en 1987. Il y a eu un intérêt de la part de TF1 pour ce reportage parce que François Mitterrand devait, au mois d'octobre, se rendre en voyage officiel en Argentine. Donc tout ce qui concernait l'Argentine et les liens entre l'Argentine et la France étaient les bienvenus à ce moment-là. Et donc je fais faire ce documentaire dont on a gardé seulement une dizaine de minutes sur Benjamin José. Et je le rencontre donc avec sa famille à Tucumán et il me raconte d'ailleurs toute son histoire dont je connaissais déjà pas mal d'épisodes puisque les 2 heures d'autocar m'avaient permis déjà d'en savoir pas mal. Et je me souviens donc nous étions dans la place centrale de Tucumán avec les bâtiments du 19e siècle, avec la cathédrale, une place historique très très belle. Et je me souviens, je crois que c'est resté dans le montage qu'on a fait, la dernière question que je pose à Benjamin José, mais dites-moi maintenant, est-ce que vous referiez ce que vous avez fait à l'époque quand vous aviez 15 ans et demi? Est-ce que vous repartiriez comme ça, vous battre pour un pays étranger? Quels sont vos sentiments aujourd'hui? Et donc, je me rappelle la réponse de Benjamin qui me dit « Les seuls sentiments que j'ai aujourd'hui, c'est quand je vais chaque année au monument aux morts du 501e régiment de chars de combat et j'y vois les noms de tous mes camarades de la 2e DB et tout ce que je ressens, c'est de me dire que j'ai eu beaucoup de chance. » Et juste quand il termine cette phrase, eh bien, les cloches de l'église se mettent à sonner à ce moment-là, ce qui rend encore la fin de son interview, si je puis dire, encore plus prenante. Voilà, alors donc ce garçon, Benjamin, quand il apprend que De Gaulle, non, il ne l'apprend pas, il le sait le 4 juillet, il veut s'engager en fait. Le 14 juin, quand il apprend que Paris est occupé, il téléphone au consulat britannique de la ville la plus proche qui possède un consulat britannique, c'est la ville de Rosario. Rosario est une grande ville, c'est la 3e ville par ordre d'importance de l'Argentine, une ville industrielle très active et qui possède un consulat britannique. Donc Benjamin téléphone au consulat et demande comment il faut faire pour s'engager, pour continuer le combat aux côtés des Anglais. Et les Anglais lui disent non. Notre gouvernement a passé un accord avec l'Argentine, nous n'acceptons aucun volontaire argentin. Il n'en est pas question. Bon, alors, il ne sait pas quoi faire, il reste chez lui, et puis tout d'un coup, le 4 juillet, il lit dans son journal, toujours à Tucumán, il lit dans ce journal que la veille avait été constitué à Buenos Aires Comité de Gaulle pour la libération de la France, qui avait été fondé par plusieurs Argentins et présidé par un certain Albert Guérin, qui sera d'ailleurs un des premiers compagnons de la libération fait par De Gaulle. Albert Guérin habite déjà depuis la fin de la guerre 14-18, il est venu avec son frère se fixer en Argentine, et il a décidé, avec ses amis argentins, de créer ce comité de Gaulle pour la libération de la France le 3 juillet. Et De Gaulle, d'ailleurs, dira à plusieurs reprises que c'est ce comité qui a été le plus actif, puisque Albert Guérin fera même publier un journal de la France libre qui, au bout de 2 ans, sera diffusé à 100 000 exemplaires à travers l'Amérique latine. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, ce journal sera obligé d'émigrer et d'être tiré à Montevideo, en Uruguay, parce que les gouvernements militaires argentins, ou même ceux qui n'étaient pas militaires, mais qui subissaient la pression des généraux argentins, voyaient d'un mauvais œil, évidemment, la France libre du général de Gaulle, qui avait osé se dresser contre ce grand maréchal
journal, le sauveur de la France de 1918. Donc, pour éviter d'être saisi, le journal de la France libre, la revue de la France libre, donc à plusieurs reprises, s'était transféré à Montevideo, où il y avait aussi un comité de Gaulle très important. Il y avait juste le Rio de la Plata à traverser. Aujourd'hui, ça se fait en 20 minutes d'avion. Et il y avait notamment un comité qui était à l'époque présidé par un grand nom de la littérature française et franco-uruguayenne qui s'appelle Jules Supervielle, qui a été très actif à la fois dans le monde littéraire mais aussi dans la France libre. Et donc Albert Guérin crée ce comité de Gaulle et plusieurs journaux publient l'information, création d'un comité de Gaulle. Quand Benjamin José voit cette information dans le journal, eh bien immédiatement sa décision est prise, il va partir pour Buenos Aires pour essayer de s'engager au comité de Gaulle et voir ce qu'il était possible de faire. Alors il m'a raconté comment pendant plusieurs semaines, il avait travaillé la nuit dans les halles centrales, les petites halles centrales de la ville de Tucumán pour gagner un peu d'argent pour se payer son billet de train. Parce que quand même, Tucumán-Buenos Aires, c'est plus de 1500 km, donc ça n'est pas la porte à côté. C'est un voyage qui dure quand même à l'époque, qui devait durer 18 ou 20 heures. Et donc Benjamin décide de partir pour Buenos Aires. Il arrive, il se présente dans la rue San Martín, au siège du comité de la France libre, et il leur dit, voilà, je suis venu pour m'engager dans les rangs des volontaires pour la libération de la France. Alors, Monsieur Albert Guérin et les gens qui sont à ses côtés le regardent, enfin, d'un œil plein de commisération en disant « Excusez-nous, vous avez quel âge ?» Et Benjamin dit « J'ai 15 ans et demi. » On dit ah, « Vous n'y pensez pas, à 15 ans et demi, vous venez vous engager, ça n'est pas possible. Non, non, on ne peut pas accepter un volontaire. » Et Benjamin insiste, il dit « Non, je veux m'engager, je suis décidé à m'engager, je ferai n'importe quoi. » Il insiste tellement qu'on finit par lui dire « Écoutez, rentrez chez vous et si on arrive à faire quelque chose, on vous tiendra au courant et on vous convoquera. » Alors Benjamin revient à Tucumán et au mois d'octobre, tout d'un coup, il reçoit une lettre du comité de Gaulle qui lui dit nous pensons avoir résolu votre problème, nous allons vous changer votre carte d'identité, vous aurez 19 ans, ce qui est un âge suffisant pour pouvoir vous engager, donc vous pouvez revenir. Là, il retravaille encore pendant une quinzaine de jours pour se gagner encore un peu d'argent et il est prêt, il va s'acheter son billet et il part un soir vers 10-11 heures du soir pour prendre le train de nuit pour Buenos Aires et il laisse sur un meuble près de la porte de son appartement un mot pour ses parents qui restera un mot historique, je crois, pour ceux qui l'ont connu. Il écrit simplement « Je pars pour libérer la France ». Voilà, il n'avait pas encore 16 ans, il aura 16 ans en arrivant à Buenos Aires. Et il arrive à Buenos Aires et à ce moment-là, bon, il est engagé et il signe un engagement de 5 ans dans la France libre, ce qui le maintiendra donc sous les drapeaux jusqu'en 1945. Alors on lui trouve un bateau écossais, je crois, qui va gagner la Grande-Bretagne. Et il y a des Français à bord de ce bateau, il y a des Argentins, il y a des Polonais, beaucoup de Polonais. Tous les Polonais qui habitaient Buenos Aires aussi partaient pour rejoindre la Grande-Bretagne et reprendre la guerre contre Hitler. Donc il se trouve sur ce bateau qui va mettre plus d'un mois pour arriver en Grande-Bretagne parce que le bateau, évidemment, veut échapper aux sous-marins allemands et en se rapprochant des côtes d'Europe, échapper aussi au bombardement. Donc c'est finalement avec 4 ou 5 semaines de retard qu'il arrive en Grande-Bretagne. Et alors, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, il est le seul de tous ces volontaires qui arrivent, qui ne sera pas dirigé par les Anglais vers ce que tous ceux qui ont écouté des témoignages de Français libres engagés en 1940, ce qui sera le cas de Michel Hiriart, étaient dirigés d'abord vers ce que les Anglais appelaient la Patriotic School, pour voir s'il ne s'agissait pas d'espions qui viendraient sous une fausse identité, et d'ailleurs dont certains, justement, décelés comme espions, ont été immédiatement fusillés ou pendus par les Anglais. Donc Benjamin, eh bien, je ne sais pas, peut-être parce qu'il avait encore cette tête de gamin,
il est dirigé vers Londres, il est dirigé vers le quartier général du général de Gaulle, et donc on l'envoie rejoindre une unité. Nous sommes à ce moment-là à la fin du mois d'octobre 1940. On l'envoie rejoindre une unité, enfin une école de formation où se trouvent plusieurs dizaines de jeunes Bretons qui ont à peu près le même âge que lui, entre 16 et 18 ans. Beaucoup de Bretons qui ont répondu, un peu comme l'avaient fait les pêcheurs de l'île de Sein, ont répondu à l'appel du général de Gaulle, sont arrivés, se sont engagés, et évidemment, on les a mis dans cette école pour parfaire leur instruction et leur donner des rudiments de formation militaire. Et alors là, son premier chef qui le reçoit, le lieutenant Rattard, le met avec ce groupe de jeunes Bretons. Et donc, Benjamin va passer un mois en compagnie de ces garçons de son âge, et au bout d'un mois, il est convoqué par le lieutenant Rattard, qui veut voir à quel point... parce qu'attention, il arrive en Grande-Bretagne, il ne parle pas un mot de français, il ne parle pas un mot d'anglais. Hein. Donc, situation difficile. Donc, il est là, il arrive... Et le lieutenant Rattard, je me rappelle Benjamin me racontant la deuxième rencontre avec le lieutenant Rattard, Rattard lui pose des questions et il dit, au fur et à mesure de mes réponses, je voyais les yeux du lieutenant Rattard qui s'écarquillaient, qui devenaient ronds, qui devenaient énormes, et finalement le lieutenant Rattard lui dit, mais ce n'est pas du français, vous parlez breton, car depuis le mois qu'il avait passé avec ses étudiants bretons, ils ne parlaient que le breton entre eux, eh bien il avait commencé à apprendre le breton. Il n'avait peut-être appris qu'une dizaine de paroles de français, mais il parlait le breton. Alors évidemment, on le change à ce moment-là, on le met avec des gamins qui, eux, peuvent lui donner des notions de français, et il va très vite d'ailleurs apprendre le français, puisque dès le mois de décembre, comme il avait fait aussi des cours pour être transmetteur, il part pour Brazzaville, et il va arriver à Brazzaville en décembre 1940, ce qui fait que il a rejoint vraiment les forces combattantes de la France libre très tôt dans sa vie. En arrivant à Brazzaville, il a 16 ans. Combien y a-t-il de volontaires de 16 ans Bon, on a eu ici notre président Yves Guéna qui avait 17 ans et demi quand il s'engage, mais enfin 16 ans, c'est quand même un âge extrême. Donc il est là. Et il reste quelque temps à Brazzaville, il est envoyé ensuite à Fort-Lamy, enfin aujourd'hui N'Djamena, et puis de N'Djamena à Fort-Lamy, on l'envoie, lui son souhait c'était de suivre la colonne L, la colonne Leclerc qui allait remonter vers le nord, mais non, on l'envoie avec une compagnie aux frontières de l'AEF et de l'AOF, parce qu'on redoute qu'il y ait à ce moment-là une invasion, une attaque des pétinistes de l'Afrique occidentale qui, elle, n'a pas rejoint le camp gaulliste qui est resté fidèle à Pétain et qu'il ne tente une espèce de manœuvre ou d'attaque contre les gaullistes de l'Afrique équatoriale. Donc il va passer quelque temps là-bas et c'est finalement fin 41 qu'il va pouvoir rejoindre la colonne Leclerc et qu'il terminera la guerre avec évidemment la colonne L. Il sera en Libye, il sera en Tunisie et il fera ses classes de soldats à 16-17 ans lorsque la guerre prendra fin en Tunisie avec la reddition des troupes allemandes et des troupes italiennes. Et là, bon, va se passer la formation de la division Leclerc, de la 2e DB, et on annonce à Benjamin qu'il va suivre le général Leclerc et qu'il est affecté à cette division en cours de formation. Donc il part pour le Maroc et se retrouve donc en formation avec la 2e DB. Quand il arrive et qu'il rejoint donc les premiers éléments rassemblés au Maroc, eh bien il est affecté à ce qui va être le 501e régiment de chars de combat et c'est là qu'il va poursuivre à peu près toute sa vie jusqu'en 1945. Du Maroc, comme vous le savez, la 2e DB part pour la Grande-Bretagne. 31 août, 1er juillet, la 2e DB débarque en Normandie. Benjamin est avec le 501e. Il avait d'ailleurs dans la compagnie voisine quelqu'un aussi qui sera très connu, c'est le lieutenant-capitaine et autre Robert Gallet, un grand nom de la France libre, futur compagnon de la Libération, qu'il a bien connu, et d'ailleurs
quand les obsèques de Robert Gallet seront célébrées à Troyes, il y a quelques années, eh bien c'est Benjamin Josset qui organisera en quelque sorte les obsèques à Troyes de Robert Gallet, ancien maire de la ville de Troyes. Et il y a encore une place au premier rang si vous cherchez de la place, sinon il y en a une ici, là au milieu. Voilà. Et donc, Benjamin participe à tous les combats du 501. Et pour lui, le combat le plus dur, qui avait fait le plus de pertes, me disait-il, c'était le combat de Antony. À la veille de la libération de Paris, les combats d'Antony qui ont duré très longtemps et qui ont occasionné beaucoup de pertes à la 2e DB. Et c'est là donc Benjamin fera vraiment son épreuve du feu, parce qu'il me disait que de tous les combats qu'il avait connus jusque-là, c'était vraiment l'épreuve la plus difficile qu'il ait eu à supporter. Et le 501 est envoyé dans la nuit du 24 au 25 août en soutien à la colonne drone qui est entrée dans Paris la veille au soir du régiment de marche du Tchad et la célèbre, dont je vous parlerai tout à l'heure, 9e compagnie républicaine espagnole. Donc il arrive à Paris très tôt, à l'aube du 25 août, et il est là, il était radiochargeur et chef par intérim de son char. Il arrive à Paris à bord du char Friedland, et ils arrivent, Paris est pas encore libéré, mais enfin les combats ont bien diminué d'intensité, ce qui fait que à l'aube du 25 août, le char s'arrête devant Notre-Dame. Et Benjamin se rappelle de ce que lui dit son conducteur qui était là dans son char, dans le Friedland. Ils sont là, ils sortent tous, et son conducteur lui montre les tours de Notre-Dame et lui dit: dis donc, toi, là-bas, dans ta brousse, dans ta pampa, est-ce que tu en as des chapelles qui ressemblent à celle-là? Donc c'était les premières paroles de Benjamin à Paris à l'aube du 25 août. Et Benjamin donc va participer au combat, notamment avenue des Champs-Élysées, place de l'Étoile. D'ailleurs, à l'entrée, ceux que ça intéresse, j'ai une photo de Benjamin sur son char, avenue des Champs-Élysées. Il va participer au combat jusqu'à la reddition du général von Choltitz. Et puis le 26 août, évidemment, c'en est fini des combats. Il est devant l'hôtel de ville avec plusieurs chars de la 2e DB. Les chars de la 2e DB, moi je les voyais ce jour-là, place de la Concorde. Il y en avait devant Notre-Dame, il y en avait devant l'hôtel de ville. Et il se trouve donc avec tout un escadron de chars devant l'hôtel de ville lorsqu'il voit un monsieur qui est là en fauteuil roulant, poussé par une jeune fille, et qui va de char en char. Et donc il s'approche du char sur lequel Benjamin est tranquillement assis au soleil. Il fait beau ce jour-là. Si vous avez vu les images de la descente de De Gaulle sur les Champs-Élysées, et ce monsieur s'approche, il voit donc Benjamin assis sur le char, et il lui demande: dites-moi, depuis que vous avez débarqué en Normandie, est-ce que vous avez pu revoir vos parents? Est-ce que votre province d'origine en France est déjà libérée? Alors Benjamin, qui à ce moment-là quand même sait parler français, lui dit: non, moi je suis d'Argentine. Et alors ce monsieur lui dit: ah, Argenteuil n'est pas encore libéré. Et Benjamin lui dit: non, pas Argenteuil, Argentine, hein. Il fait un signe avec le bras pour indiquer que c'est pas la porte à côté. Et juste au moment où il lui dit Argentine, éclate la fusillade que j'ai vue moi éclater place de la Concorde, qui a fait quand même une trentaine de morts ce jour-là, place de la Concorde, et qui s'est propagée comme une traînée de poudre tout le long de la rue de Rivoli jusqu'à l'hôtel de ville et jusqu'à Notre-Dame, où on a des images et des enregistrements de De Gaulle seul debout alors que tout le monde est à terre à l'intérieur de la cathédrale. Donc Benjamin retourne à l'intérieur de son char, et le monsieur en fauteuil roulant, poussé par la jeune fille, repart à toute allure pour se mettre à l'abri. C'est ce jour-là d'ailleurs. J'ai assisté au combat de la place de la Concorde. C'est resté des combats assez célèbres parce que bon, la fusillade provoque quand même déjà une panique
parmi la foule présente, parce que pour moi, entre l'Étoile et Notre-Dame, il y avait peut-être 2 millions de personnes dans les rues. Je n'ai jamais vu une telle foule de ma vie se reproduire dans Paris, mais la foule place de la Concorde, quelque chose d'énorme. D'ailleurs, une balle m'est passée au ras de l'oreille et est allée se loger dans l'œil de la femme qui était derrière moi. Mon père, qui était médecin, a commencé à lui prodiguer les premiers soins, mais bon, ensuite la Croix-Rouge est arrivée. En tout cas, la 2e DB, là aussi, il y avait je ne sais combien de chars de la 2e DB, place de la Concorde. Ils décident de répliquer aux tirs qui venaient des toits de ce qui est l'hôtel Crillon, de ce qui a été le ministère de la Marine, mais qui était à ce moment-là un bastion nazi sur lequel j'avais vu pendant 4 ans flotter le drapeau à croix gammée. Et donc, les chars commencent à tirer sur l'hôtel Crillon, sur ce qui est le siège de la Fédération internationale automobile, sur le Jockey Club, sur le ministère de la Marine, et évidemment, alors les tirs de chars, alors ça c'est ce qui provoque le plus de panique parmi la foule, parce que bon, les tirs d'armes automatiques ou de fusils des toits, c'était déjà assez éprouvant, mais alors évidemment, les gens pensaient que c'était au canon ou au char qu'ils étaient aussi attaqués. Et c'est là que se situe une anecdote absolument authentique, parce que j'ai un ami de la 2e DB qui a pris la photo, décédé aujourd'hui malheureusement, mais enfin, photo qu'on peut retrouver dans les journaux du 27 août à Paris. Un chef de char demande à un de ses hommes « Mais quels sont les salauds qui nous tirent dessus ?» Et alors, cet engagé volontaire de la 2e DB, en général, vous avez peut-être entendu cette anecdote, il répond ce qu'il avait entendu dire en France en 1939-40, c'est la 5e colonne. Ça voulait dire ce sont les espions allemands. Et alors, donc, le chef de char dit donc à son servant, feu sur la 5e colonne. Et à ce moment-là, donc le char tire sur la 5e colonne pas du ministère, mais de l'hôtel Crillon, Fédération. Et d'ailleurs, si vous passez encore aujourd'hui, vous verrez que la 5e colonne, en partant de la droite, est d'une autre couleur que les autres colonnes de ce bâtiment. Ça se voit encore aujourd'hui, parce que la colonne vole en éclats, la 5e colonne. Alors vraiment, le tir a bien été précis du char de la 2e DB. La 5e colonne n'existe plus, et moi-même, d'ailleurs, j'ai vu cette 5e colonne qui a disparu. Et elle a été reconstruite quelques mois plus tard. Mais aujourd'hui, si vous passez, moi je suis encore passé cet après-midi pour voir si c'était visible, on voit que, malgré tous les travaux de ravalement et autres, eh bien, on n'a pas redonné à la 5e colonne, en partant de la droite, la même couleur qu'aux autres colonnes de cet édifice. Bon, en tout cas, Benjamin, lui, reprend évidemment la route avec la 2e DB, qui va rester, à la demande du général de Gaulle, une petite semaine encore à Paris, avant de reprendre les combats, parce que la 2e DB, il fait partie, évidemment, de l'armée Patton, et donc elle reprend le combat. Et dans les combats des Vosges, Benjamin a été nommé officiellement chef du char Auerstedt. Friedland, Auerstedt sont des chars qu'on a vu souvent défiler sur les défilés du 14 juillet, des noms glorieux de la 2e DB. Il se retrouve donc chef du char Auerstedt. Et donc il est là pendant les combats de Lorraine, et il reçoit une lettre, chef du char Friedland, mais ça lui a été transféré parce que le vaguemestre, enfin le service postal de l'armée était au courant, donc il reçoit cette lettre en plein combat, chef de char, et lui, il se dit, mais enfin qui peut m'écrire? Et il me dit, Benjamin, c'est sûrement un de mes hommes qui a fait une connerie et on n'a retenu que le nom du char, je vais voir de quoi il s'agit. Alors il ouvre la lettre, et la lettre disait « Monsieur, je suis celui qui était en train de converser avec vous le 26 août lorsqu'a éclaté la fusillade devant l'hôtel de ville. J'espère que à la fin des combats, quand la guerre sera terminée, vous serez en mesure de venir me dire ce que faisait ce jour-là un Argentin de 19 ans, parce qu'il avait 19 ans ce jour-là devant l'hôtel de ville, Benjamin, ce que faisait un Argentin de 19 ans dans les rangs de la 2e DB. » Alors, Benjamin me racontait comment
il était très sensible à ce compliment qu'il recevait, mais lui, quand même, il était parti de chez lui en octobre, je pars pour libérer la France, et il me disait, moi, une fois la guerre terminée, comme on approchait de 1945, il avait son engagement de 5 ans, je pensais à prendre le premier bateau, que ce soit à Hambourg, à Rotterdam, au Havre, à Bordeaux, n'importe où, à Gênes, de prendre le premier bateau pour regagner l'Argentine. Et il se trouve qu'il va participer au combat jusqu'à la fin de la guerre. Il aura notamment un combat très très éprouvant où il aura aussi beaucoup de pertes à Grussenheim, en Alsace. Il fera aussi, à la demande du colonel de Vitas, partie du premier escadron qui sera dirigé sur Strasbourg, parce que le colonel de Vitas dit qu'il faut prendre les Allemands de vitesse. Donc vous qui avez déjà l'expérience, on a fait appel à vous la nuit du 24 au 25 août, je fais encore appel à vous, et donc dirigez-vous, contournez le bas des Vosges, passez par une basse altitude et essayez de gagner Strasbourg, je vous fais confiance, démerdez-vous. Et donc Benjamin part en direction de Strasbourg. Et le colonel de Vitas, et je lui dis, et je vous donne d'ailleurs une Jeep d'accompagnement, à l'époque il n'y avait pas encore les talkie-walkie, et je vous donne une Jeep d'accompagnement qui me rendra compte toutes les 2 heures de l'état de votre avance, et le conducteur de ces Jeeps d'accompagnement sera un de vos compatriotes, un Argentin de Rosario. Et alors, là aussi, vraiment, le monde est petit. Donc, mon prédécesseur à la tête des amis de l'Institut Charles de Gaulle était l'ambassadeur Gérard de la Villebruyn, que peut-être certains d'entre vous ont connu. Et donc, je parlais un jour avec Gérard de la Villebruyn, qui avait failli naître argentin, parce que ses parents avaient émigré en Argentine au XIXe siècle, et puis ils habitaient la province du Chaco, lorsque tout d'un coup, au printemps 1914, éclate une révolte indienne. Alors du coup, il y a pas mal de pertes, donc les parents trouvent que finalement, la vie n'est pas tellement sûre, ils décident de regagner la France. Et 3 mois plus tard, donc, naissait Gérard de la Villebruyn, que nous avons bien connu, ma femme et moi, qui a été à l'ambassade de Washington, ensuite qui a été consul général à New York, enfin qui a fait une grande carrière dans le corps diplomatique. Et donc, un jour, en bavardant avec Gérard de la Villebruyn, je lui parle donc de Benjamin José. Et il dit, oh, quand même, c'est un peu le réflexe de tous ceux qui découvrent l'histoire de ce Benjamin, parce que Gérard de la Villebruyn avait fini comme officier de liaison à la 2e DB en 1944-45. Et il me dit, je veux absolument le connaître, il faut faire un dîner rue Vergniaud avec lui, il faut l'inviter. Bon, alors je téléphone à Benjamin, et Benjamin vient au bureau, au 2e étage, et on commence à bavarder. Et Gérard de la Villebruyn lui raconte comment il s'était retrouvé, lui aussi, avec comme chauffeur, quand il a été nommé officier de liaison pour ses transports, il s'était trouvé avec un chauffeur, un volontaire argentin, Sanchez. Et à ce moment-là, je me rappelle la tête de Benjamin qui dit « Sanchez ?» Il était comme ça. Et il dit « Oui, c'est lui. » Mais c'était lui, mon accompagnateur, en 1944, pendant les combats de Strasbourg. C'était le même homme qui avait accompagné Benjamin à la libération de Strasbourg et qui, quelque temps plus tard, s'était retrouvé, je ne sais comment, en tout cas, le chauffeur du lieutenant de la Villebruyn. Bref, Benjamin participe à tous ces combats. Il traverse le Rhin, va avoir des combats assez sérieux à Heinzel et va finir la guerre, évidemment, comme toutes les troupes de la 2e DB, au sud de la Bavière, aux limites de l'Autriche, et entre-temps, eh bien, il sera quand même revenu à Paris. Parce que le général de Gaulle, le 2 avril 1945, et ça je m'en souviens parce que mon père m'avait emmené assister à ce défilé, le général de Gaulle décide, à l'occasion d'une remise de décoration à des personnalités internationales, anglaises, canadiennes, etc., des militaires, des civils, de faire défiler à Paris, mais alors, un défilé original, on n'est pas encore à l'époque de Giscard d'Estaing pour faire ses défilés dans d'autres secteurs, il décide de faire le défilé de Strasbourg-Saint-Denis à la Madeleine, donc sur un parcours tout à fait différent. Et ça, je me souviens très bien parce que la veille, j'avais lu dans Le Figaro, le journal que lisait mon père à l'époque, qui paraissait en petit format recto verso, l'emplacement
de toutes les unités qui allaient défiler dans les rues perpendiculaires au Grand Boulevard en attendant l'heure du défilé. Toutes les unités françaises, anglaises, canadiennes et américaines stationneraient dans les rues perpendiculaires pour ensuite se former et défiler jusqu'à la Madeleine. Et mon père m'avait emmené sur les grands boulevards pour assister donc à ce défilé. Et il se trouve que pour représenter la 2e DB et le 501e régiment de chars de combat, eh bien c'est Benjamin Josset qui est choisi. Donc il arrive en pleine nuit à Paris, il arrive évidemment par le train, ils sont débarqués du train, il roule jusque dans la rue perpendiculaire au Grand Boulevard, et évidemment, tout le monde, tous ceux qui avaient lu les journaux la veille, savaient où allaient se trouver les troupes qui allaient défiler, et en arrivant donc dans la petite rue perpendiculaire, tout d'un coup sur le trottoir, quand il est sur son char, et alors là, le char, d'ailleurs, il a changé de char, il finit la guerre sur ce char, le char Romilly, parce que son char, Lauerstadt, a eu quelques problèmes, et alors il se retrouve sur le char Romilly, et d'ailleurs, le Romilly est aujourd'hui à la ville de Romilly, et c'est tout près de Romilly, d'ailleurs, que Benjamin Josset avait pris sa retraite et qu'il est mort à quelques kilomètres de Romilly, et il était souvent invité à Romilly pour parler évidemment de ses exploits, et c'est donc ce char qu'un jour il est venu donner à notre responsable de notre accueil, Martial, parce que Benjamin Josset venait nous rendre visite presque toutes les semaines. Il avait de longues conversations avec Martial tout d'abord à l'entrée, avec moi au 2e étage, et comme il savait que Martial collectionnait tous les souvenirs, et notamment et qu'il avait une véritable dévotion pour le général Leclerc, un jour il lui a apporté donc ce modèle réduit du char Romilly, qui avait été le char sur lequel il finit la guerre. Donc ils arrivent, et devant le char Romilly, que voit Benjamin Josset, le monsieur qui lui avait parlé le 26 août devant l'hôtel de ville. Et ce monsieur lui dit, écoutez, j'avais le pressentiment que ça serait vous qui seriez appelé pour défiler aujourd'hui dans Paris. Donc je suppose, comme la guerre est dans un état bien avancé, que ce soir, vous aurez quand même une permission. Alors, je vous renouvelle ce que je vous avais dit par courrier. Est-ce que vous l'avez reçu? Bon, je vous renouvelle mon invitation. Je vous attends ce soir à dîner. Je vous redonne mon adresse, 7 rue Abel, en face de la gare de Lyon. Et Benjamin, donc, a une permission, effectivement. Il va dîner le soir chez ce monsieur, toujours sur ce fauteuil roulant, d'ailleurs, qui était un blessé de guerre. Et donc il arrive, et il y a là, évidemment, la jeune fille qui, le 26 août, poussait le monsieur sur le fauteuil roulant. C'était la fille de ce monsieur, et 2 ans plus tard, Benjamin allait épouser cette fille. Donc c'est une histoire extraordinaire. Donc, et nous nous sommes vus avec le général Cuge, d'ailleurs, pour les obsèques d'Odette, vraiment, et je dois dire que à partir du jour où Odette est morte, ça fait maintenant 5 ans à peu près, ou 6 ans, Benjamin a plongé, et vraiment, c'était l'année aussi où il était venu ici participer au colloque sur De Gaulle et l'Amérique latine, mais par la suite, évidemment, on peut dire que la disparition de sa femme, qu'il avait quand même rencontré le 26 août 1944, ça a eu sur lui. Il n'est plus jamais d'ailleurs retourné en Argentine. Il est resté, et depuis 1 an, il était très très mal. Il habitait Villenox-la-Grande. Alors, lorsqu'il avait quitté une fois Paris, parce que il habitait un appartement, il habitait toujours le 7 rue Abel. Quand il était revenu en France, parce qu'il avait travaillé à travers le monde, il avait passé comme ingénieur plusieurs années en Algérie, était revenu à Paris. Quand il était à Paris, c'était vraiment le permanent, en quelque sorte, de la 2e DB. Tout le monde le connaissait, rue de Miroménil. Mais un beau jour, donc, le loyer de son appartement était venu tellement cher pour lui, malgré sa retraite, qu'il avait décidé de quitter Paris, et il était allé se fixer dans l'Aube, à une centaine de kilomètres, à Villenox-la-Grande, et justement, j'étais allé lui rendre visite 2-3 fois là-bas. Il venait d'ailleurs assez frais en taxi pour au moins une fois par semaine continuer son travail à la permanence de la 2e DB à la gare Montparnasse. Et alors je lui demandais, mais enfin, la vie de Paris, ça te manque pas trop quand même d'être à Villenox?
et il me disait, non, ma consolation, c'est qu'à Villenox-la-Grande, j'habite rue du Général de Gaulle. Et c'est ça qui me console. Finalement, je crois, je ne sais pas si c'est la 2e DB ou l'Ordre de la Libération, elle lui a trouvé un appartement tout à côté du boulevard de la Tour-Maubourg, tout près du siège de l'Ordre de la Libération, ce qui fait qu'il est revenu passer un an à Paris, mais sa femme n'était pas à l'aise, elle trouvait qu'il y avait beaucoup de bruit, il y avait des travaux dans l'immeuble. Finalement, ils sont repartis pour Villenox-la-Grande, parce que Villenox, c'était aussi la résidence secondaire du fils de Benjamin. Il avait un fils médecin à l'hôpital Saint-Antoine, qui était d'ailleurs un égyptologue très connu il y a une 40aine d'années, et donc il avait décidé d'aller s'installer de nouveau à Villenox. Et c'est là que malheureusement donc sa femme est décédée après une assez longue maladie, et que lui-même, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, est tombé malade, et il est allé en déclinant jusqu'à sa disparition le 14 août dernier. Et c'est quand j'ai vu justement sa disparition le 14 août, j'étais allé aussi à ses obsèques, où il y avait les représentants de la 2e DB venus de Paris, de Troyes, les anciens combattants, les drapeaux, il y avait quand même une grande assistance. En plus, les représentants de la ville de Romilly étaient là, et puis bien sûr de la ville de Villenox, en voyant donc tout le monde présent ce jour-là, d'autant que quelques mois plus tard avait disparu un autre de mes amis, lui aussi un ancien de la 2e DB, Michel Iriart. Je me suis dit, il faut faire quelque chose pour le souvenir de Benjamin Josset et le souvenir de Michel Iriart, parce que ce sont 2 cas vraiment extraordinaires. Voilà, donc ça a été la vie de ce Benjamin Josset, qui était là. On l'avait invité à faire sa conférence, comme je vous le disais, avec Gérard de la Ville-et-Brune, et il était venu, on avait fait un dîner rue Vergniaud, au siège de la France Libre, et bien sûr, Gérard de la Ville-et-Brune me dit, écoute, tu le connais, c'est toi qui vas faire le texte de présentation, et donc je fais une petite présentation. Il peut m'arriver de parler 2 heures d'affilée, mais enfin là, je me suis astreint à ne parler que 5 minutes. Et donc, je parle de Benjamin et je lui donne la parole. Benjamin se lève et textuellement, sa conférence s'est résumée à ceci. Eh bien, les années que j'ai passées dans la France libre m'ont permis de rencontrer 2 personnages, 2 hommes qui sont restés à jamais gravés dans ma mémoire et que je n'oublierai jamais, le général de Gaulle et le général Leclerc. Et il se rassied. Alors, évidemment, c'était un peu court pour une conférence pour laquelle étaient venus quand même une centaine de personnes. Alors, comme j'avais fait avec lui déjà je ne sais combien d'émissions de radio et mon reportage pour la télévision, pour commencer. Donc, je connaissais pratiquement toute sa vie et j'ai pu, comme on dit, lui arracher les vers du nez et le faire parler pendant une 30aine ou une 40aine de minutes avant que d'autres personnes lui posent des questions dans la salle. Et ça avait été donc expérience très émouvante, mais qui était vraiment le symbole même de ce qui était la modestie, l'humilité de cet homme extraordinaire, engagé donc à 15 ans et demi dans la France libre. Et quand nous faisions ce documentaire à Tucumán, je me souviens, nous étions allés filmer les archives du journal de Tucumán, la Gaceta, et on était en train de filmer les journaux de juin 40, d'août 44, etc. Lorsque le rédacteur en chef de la Gaceta est descendu pour voir ce que faisait une équipe de télévision française dans les archives de son journal. Et alors Benjamin était avec nous, on lui présente Benjamin en lui disant, écoutez, vous ne connaissez pas ce monsieur Benjamin, parce que Benjamin avait francisé son nom. Comme il était d'origine syrienne, évidemment, ses parents, son nom de famille c'était Hossein. Et alors il a francisé son nom quand il a été naturalisé français, et il avait transformé Hossein en José, ou José prononcé à l'espagnol. Donc ça faisait plus français. Mais enfin bon, en tout cas le rédacteur en chef n'avait jamais entendu parler. Personne d'ailleurs à Tucumán, on s'en était rendu compte en allant là-bas, ne connaissait l'histoire de ce engagé volontaire. Donc on lui explique qui était ce monsieur. Eh bien, quand même, 3 jours plus tard, la Gacette a publié une page sur un héros de la libération de la France, un garçon de Tucumán, Benjamin Josset. Donc voilà pour l'histoire de Benjamin, et nous allons maintenant passer alors à l'autre cas absolument extraordinaire, c'est celui de Michel Iriart.
Comme je vous l'ai dit, Michel Iriart et Benjamin s'étaient rencontrés à Buenos Aires au siège du comité de Gaulle. Je pense que c'était en octobre, lorsque Benjamin est rentré, où il était resté pas mal de temps en attendant que ses faux papiers soient prêts et son embarquement pour la Grande-Bretagne. C'est là qu'il avait rencontré donc ce Michel Iriart, qui lui était natif de Buenos Aires. Il était né dans un quartier populaire de la ville, le quartier de Almagro. Il avait fait ses classes, il avait fait son collège et son lycée dans une école basque, parce que son père, comme son nom l'indique, un nom typiquement basque. D'ailleurs, le cousin germain de Michel Iriart, qui lui était resté en France, avait été le curé de Saint-Jean-de-Luz et l'aumônier général des parachutistes. Donc c'est dire qu'il y avait une présence basque chez lui. Et donc Michel Iriart, lui, avait décidé aussi de s'engager. Et alors, là aussi, ma rencontre avec Michel Iriart, sur le moment, n'avait rien à voir avec la France libre. Je connaissais Michel Iriart comme journaliste, parce que c'était un nom connu de l'agence France Presse. Il avait été directeur des bureaux de l'agence France Presse à Buenos Aires, à Rio de Janeiro, à Santiago du Chili. Il avait couvert les principaux événements d'Amérique latine. Il avait dirigé donc les succursales de l'AFP. Son père avait été le patron de l'agence Havas, qui avait existé avant la guerre. C'était les précurseurs de l'agence France Presse. Donc lui était journaliste, et alors il couvrait l'Amérique latine pour l'agence France Presse, et en même temps il couvrait aussi tout ce qui était actualité sportive dans l'hémisphère américain. Et c'est en tant que journaliste et en lisant donc les papiers de l'agence France Presse que je connaissais le nom de Michel Iriart, parce que souvent ces reportages étaient signés, donc c'était un nom que je connaissais. Et donc en 1996, le dernier grand reportage que je vais faire de ma carrière journalistique est consacré à l'ascendance française des Argentins. Parce que des calculs que j'ai faits avec des Argentins m'ont permis de voir que 17% des Argentins, ce qui est quand même pas mal, ont une ascendance française. De père, de mère, parfois des deux. Donc, notamment un des Argentins qui avait une double ascendance française et qui à l'époque était une véritable vedette dans son pays, s'appelait Augusto Bedacaratz. Il était basque français de Saint-Étienne de Baïgorri par son arrière-grand-père, qui avait quitté donc le Pays basque pour l'Argentine au milieu du 19e siècle. Et il était de Toulouse par sa mère, qui était toulousaine et qui était venue enseigner avec son mari la physique et la chimie à Buenos Aires. Donc ce Augusto Bedacaratz, que j'ai rencontré en 1982, alors lui évidemment typiquement basque, il était très connu à l'époque parce que il avait fait sa formation à bord de Super Étendard pendant 1 an à Landivisio. Il était revenu en France ensuite se familiariser avec le maniement des exocètes, et c'est lui qui en mai 1982, à bord de son Super Étendard, va couler le croiseur anglais Sheffield. Alors autant dire que ça a été quand même la plus grosse actualité militaire de la guerre des Malouines, le croiseur anglais Sheffield, coulé par Augusto Bedacaratz, et donc il était connu à ce moment-là. Alors je l'avais rencontré à la fin de la guerre, quand il avait regagné Buenos Aires ou Bahia Blanca, et ensuite, quelques mois plus tard, il est venu passer 2 ans à l'école de guerre internationale à Paris, où j'avais été invité d'ailleurs à faire une conférence. Et alors c'était assez amusant de voir qu'il y avait sur le même rang, d'un côté des officiers anglais et de l'autre Augusto Bedacaratz, qui avait coulé évidemment le croiseur Sheffield pendant la guerre des Malouines. Il était à ce moment-là capitaine de frégate de l'aéronaval. Et alors, je disais que le monde est petit, il a eu sous ses ordres à ce moment-là, comme pilote de l'aéronaval, le fils du Michel Iriart, dont je vais vous parler maintenant, qui a été lui aussi dans l'aéronaval, qui était pilote de l'aéronaval, et qui était donc le second d'Augusto Bedacaratz. Alors, donc, je connaissais donc les Basques argentins, et en bavardant avec des amis à Buenos Aires, en arrivant pour faire ce reportage, plusieurs amis me disent « Ah, mais il faut à tout prix que tu ailles voir le président des Basques français d'Argentine. »
ah bon, qui est-ce? Il s'appelle Michel Iriart, et tu devrais prendre contact avec lui, parce que lui est le président des Basques français, parce que en Argentine, notre ami de l'ambassade peut le confirmer, il y a d'un côté bien séparé les Basques venus d'Espagne et les Basco-Françaises, c'est-à-dire les Basques français. Donc lui était le président des Basques français. Je peux vous dire que le club basque français à Buenos Aires, pendant longtemps, avait le meilleur restaurant de poissons. Ils avaient également un fronton pour jouer à la pelote basque. Ils disposaient vraiment de tout le confort moderne. Et donc j'appelle Michel Iriart et qui me donne rendez-vous donc dans son bureau du club basque français de Buenos Aires, et j'arrive, et bon, la première question que je lui pose, parce que bon, Michel Iriart était un nom qui me disait quelque chose, je lui dis, vous êtes le Michel Iriart de l'agence France Presse, le journaliste. Et alors il me dit, oui, oui, absolument, c'est moi, je suis à la retraite maintenant, voilà. Et puis tout d'un coup, je vois qu'il a la cravate rouge et bleue de la France Libre, avec la médaille de la France Libre et la rosette de la Légion d'honneur. Alors je vois sa cravate de la France Libre, et je lui dis, mais vous êtes Français Libre? Et il me dit, oui, 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 je suis Français Libre. Et alors là, on n'a plus parlé des Basques, on a parlé de son engagement dans la France libre. Et donc, ça a été aussi quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il m'a raconté comment, en 1940, il avait décidé de s'engager quand il avait vu la capitulation française et qu'il avait entendu le discours du général de Gaulle, ou enfin qu'il en avait lu, évidemment, la reproduction le lendemain dans les journaux de Buenos Aires. Il était un peu plus âgé, il était né en 1920. Benjamin, lui, était né en 24. Michel, lui, était né en 1920, et donc il avait décidé de s'engager pour rejoindre la France libre. Et il l'a dit d'ailleurs à son père, qui était le patron quand même de l'agence Havas, et l'agence Havas, qui était l'agence Havas du cône sud, qui supervisait l'Argentine, l'Uruguay, le Chili. C'était donc un poste très important. Et donc son père lui dit, écoute, tu as raison, je suis d'accord, mais attends que j'ai réglé les problèmes, parce que là, vu mon poste ici, ça sera très difficile, très compliqué. Sois patient pendant quelque temps et je te dirai quand tu pourras partir. Alors c'est là, pendant tout ce temps-là, que Michel Iriart va travailler au comité de Gaulle de Buenos Aires. Il va d'ailleurs avoir toutes les publications qui vont être faites à ce moment-là, et notamment une Argentine qui a consacré sa fortune à la France libre, qui s'appelle Victoria Ocampo. C'était une des Argentines les plus riches à l'époque, et qui avait mis sa fortune pratiquement à la disposition des exilés français et des Français libres, et qui avait fait, dès le mois de juillet 40, imprimer à Buenos Aires. Elle était également propriétaire d'une maison d'édition, Editorial Sur, et elle avait fait traduire en espagnol le livre du général de Gaulle vers l'armée de métier, qui s'appelait en espagnol, dans sa traduction argentine, El Ejército del Porvenir, l'armée du futur. Donc elle avait fait à ses frais, fait imprimer ce livre, qu'elle avait fait diffuser dans toute l'Amérique latine. Donc c'est avec ce genre d'individu que Michel Iriart, qui appartient à la bonne société bourgeoise, parce que le monsieur qui dirige quand même l'agence Havas du sud de l'Amérique latine, c'est quelqu'un quand même d'important. Les études également. Il avait fait une sorte déjà de préparation pré-militaire en quelque sorte. Ensuite, il avait commencé des études de droit, tout en s'intéressant au journalisme, vu la profession de son père, et il était donc dans ce qu'on appelle vraiment la bonne société de Buenos Aires. Et alors son titre de gloire, si je puis dire, c'est qu'un jour je parlais d'un documentaire que j'avais fait à Buenos Aires en 1990 pour le centenaire de la naissance de Carlos Gardel. Carlos Gardel, qui était né à Toulouse, qui s'appelait Charles Romuald Garde, et qui était né pratiquement le même jour que le général de Gaulle, en 1890. Et d'ailleurs, au lieu d'être présent pour le centenaire de Gaulle, je me trouvais à Buenos Aires pour le centenaire de Carlos Gardel. Mais enfin bon, et quand je raconte un jour, il me dit, mais tu sais, quand j'étais jeune, j'ai connu Carlos Gardel, je l'ai connu quand j'avais 12-13 ans, je l'ai rencontré
rencontré, je lui ai serré la main, parce que Carlos Gardel, en Argentine, est resté, mais vraiment, il y a vraiment deux personnages que les Argentins n'ont pas oubliés, qui sont des icônes de la société argentine et surtout des classes populaires argentines. Si vous allez un jour à Buenos Aires, vous verrez que dans toutes les familles, notamment dans toute la classe moyenne, les familles populaires de Buenos Aires, si vous entrez dans leur appartement, vous y verrez deux portraits. Le portrait de Carlos Gardel, l'enfant de Toulouse, et le portrait d'Evita Perón. Donc Carlos Gardel, c'était vraiment quelqu'un qui lui tenait à cœur, à Michel Iriart. Donc il commence à me raconter sa carrière de la France libre. Malheureusement, à ce moment-là, je n'étais plus journaliste professionnel, donc je me suis contenté de recueillir ces témoignages, parce qu'on s'est retrouvés très fréquemment quand nous allions en 1997, 18, 19, au moins une fois, sinon deux fois par an en vacances en Argentine avec mon épouse. Pratiquement chaque semaine, on avait un déjeuner ou un dîner avec Michel Iriart, toujours au club basque français, où nous mangions toujours du poisson, et donc c'était lui aussi donc une vie extraordinaire, pratiquement aussi comme Benjamin jusqu'à la fin. Donc en 1940, il veut s'engager, son père lui conseille d'être patient. Finalement, en 1942, il lui donne l'autorisation, ça y est, les affaires sont réglées, si tu veux, tu peux t'engager. Donc Michel Iriart, à ce moment-là, signe son engagement définitif, qui va durer jusqu'en 1947, signe donc son engagement définitif, et il va partir pour rejoindre De Gaulle, non sans être allé auparavant au consulat général de France pour signaler son départ, parce qu'il a la double nationalité. Il a été enregistré quand il est né par ses parents, qui étaient français, au consulat général, donc il a à la fois la nationalité argentine, pour être né à Buenos Aires, et la nationalité française. Donc il va prévenir, non pas le consul général, mais le vice-consul. Il rencontre le vice-consul, et il lui dit, voilà, je suis venu vous prévenir que je vais quitter Buenos Aires et je vais rejoindre les rangs de la France libre du général de Gaulle. Et à ce moment-là, Michel me racontait comment le vice-consul, mais vraiment, devient rouge de colère et qui dit « Comment ? Vous allez chez ce traître, vous allez chez ce déserteur, mais enfin, vous vous rendez pas compte, si vous êtes fait prisonnier, vous serez fusillé, mais vous vous rendez pas compte de ce qui va se passer pour votre famille. Si on trouve votre nom, toute la famille que vous aurez en France sera arrêtée, mais enfin, vous êtes là, un fou furieux, comment osez-vous partir cet homme condamné à mort par le tribunal militaire? C'est une honte, sortez de mon bureau. » Bon, Michel Iriart, tranquille, lui dit, écoutez, je vous aurais prévenu, je pars. Et il est parti, donc, rejoindre De Gaulle. Alors, ça a été une épopée, il a mis je ne sais combien de temps, combien de mois pour arriver jusqu'en Grande-Bretagne, parce que, d'abord, il faut trouver le bateau. Il va trouver, d'ailleurs, le bateau qui va le transporter. Ce sera un bateau britannique qui s'appelle le Highland Brigade, et qui va l'emmener en même temps que, d'ailleurs, le bateau, comme un bateau sur lequel était Benjamin, où il y avait aussi beaucoup de Polonais qui habitaient l'Argentine et qui avaient décidé de rejoindre la Grande-Bretagne. Donc, Michel est à bord de ce bateau, et ils vont cheminer le long des côtes d'Amérique pour échapper aux sous-marins allemands. Finalement, après avoir fait une escale technique aux Bermudes, ils sont touchés par une torpille allemande à la sortie des Bermudes. Donc hop, retour au port. Du port, ils sont dirigés sur les États-Unis. Des États-Unis, alors quand il est aux États-Unis, Michel Iriart, en voyant les avions américains, décide de devenir aviateur. Ce qui d'ailleurs va faire partie de sa vie quelques mois plus tard. Et puis de New York, on les envoie, alors je ne sais pas si c'est par la route ou par le train, mais enfin, on les envoie en Nouvelle-Écosse, au Canada, à Halifax, et d'Halifax, il reprend un autre bateau pour arriver finalement en Grande-Bretagne et débarquer à Southampton en 1943. Mais enfin, bon, avant la date limite pour être considéré comme Français libre. Donc, il arrive à Southampton et il descend donc du bateau et il est dirigé par les Anglais vers
tous les volontaires ont connu, peut-être René l'a connu aussi quand il arrive en Grande-Bretagne, vers la Patriotic School, pour être examiné de fond en comble les questions les plus indiscrètes, pour voir si ça n'était pas, parce que lui c'était plus un gamin, quand il arrive à ce moment-là, il a quand même 23 ans, est-ce que ça n'est pas un espion déguisé, d'autant que l'Argentine, on sait à ce moment-là, c'est plutôt un pays qui a de la sympathie pour Hitler et Mussolini, plutôt que pour la France libre et pour les Anglais. Il sort de la Patriotic School et il se présente donc au bureau de la France libre, où il dit qu'il veut être aviateur. Alors pendant quelque temps, on va lui faire passer des tests en vue d'une formation d'aviateur, pour laquelle d'ailleurs il aurait dû repartir pour le Canada ou les États-Unis, mais on s'aperçoit très vite qu'il a le mal de l'air. Déjà, il avait le mal de mer quand il était sur le bateau, mais là, en plus, il a le mal de l'air. Alors donc, il n'est pas question qu'il se retrouve dans l'aviation. Et donc, son premier chef, son premier responsable, qui s'appelait Lambert, je crois, lui dit non, on va vous envoyer dans une troupe en cours de formation, et vous allez partir. Donc vous êtes affecté à Budley, à Budley, il s'y retrouvera avec les cadets un peu plus tard, vous êtes affecté à une unité composée de volontaires malgaches. Parce qu'il y avait beaucoup de volontaires, il y avait des Malgaches qui habitaient la France et l'Afrique, etc., et d'autres venus de Madagascar, et ils avaient formé un véritable petit bataillon, et donc ils se retrouvent au milieu de ces Malgaches. Il faut dire qu'au milieu de ces Malgaches, lui, Michel Iriart, il était blond aux yeux bleus, alors évidemment, ça tranchait un peu, lorsqu'un jour, il reçoit la visite d'un commandant, qui voit au milieu de ces Malgaches ce garçon, mais vous, qui êtes-vous, que faites-vous là? Alors il se présente. Et il lui dit, je viens d'Argentine, j'étais étudiant en droit, j'ai déjà une formation militaire, j'ai interrompu mes études pour rejoindre la France libre, et j'ai déjà un diplôme de 1 ou 2 années de droit, enfin, il fait son petit CV, et donc ce commandant qui était venu inspecter les troupes malgaches, lui dit, mais votre place n'est pas ici, je vous fais un mot, et dès demain, vous rejoindrez l'école des cadets de la France libre, d'où on fera de vous un officier. Et c'est comme ça qu'il a rejoint les cadets de la France libre, où il s'est retrouvé en compagnie de René Marbeau, ici présent, en compagnie de Pierre Lefranc, le fondateur de cette maison, enfin en compagnie des cadets de la France libre, et qu'il va faire, et il me racontait d'ailleurs comment un jour ils ont reçu, peut-être que René s'en souvient, vous avez reçu la visite du général de Gaulle, qui venait chaque année rendre visite aux cadets, parce que, comme l'avait dit même plusieurs fois, comme le disait de Gaulle lui-même, les cadets ont rendu à la France son honneur, ces engagés de 18, 20, 22 ans, et donc un jour, Michel Iriart donc, est présenté au général de Gaulle, et alors... De Gaulle lui dit, comme il le demandait à plusieurs des jeunes qui étaient là, et vous, d'où venez-vous? Et donc Michel Iriart lui dit, je viens de Buenos Aires, je viens d'Argentine. Et De Gaulle, paraît-il, lui répond, ah, l'Argentine, tiens, il faudra qu'un jour je visite ce pays. Il l'a fait, mais en 1964, c'est-à-dire quand même 21 ans plus tard. Mais enfin, il l'a quand même fait, il a tenu parole. Donc, Michel Iriart va faire partie de la dernière promotion des cadets de la France libre, qui va terminer ses classes juste à la veille du débarquement de Normandie, d'où il sort comme aspirant. Et comme Michel Iriart parle parfaitement le français, l'anglais et l'espagnol, il est envoyé dès la fin du mois de juin, il n'attend pas le débarquement avec la 2e DB, il est envoyé comme officier de liaison en Normandie auprès du général Bradley, qui se trouvait à ce moment-là dans le Cotentin. Donc il va faire ses premières classes en France à ce moment-là,
avec l'armée américaine auprès du général Bradley, dont il avait gardé un excellent souvenir. Il dira dans un article qu'il publiera quelques années plus tard qu'en revanche, lorsqu'il avait eu affaire au maréchal Montgomery, il le trouvait très antipathique. Et il disait Montgomery, c'était vraiment l'anglais caricatural. À 5 heures, c'était le thé. Et ensuite, à la tombée de la nuit, quand personne ne le voyait, c'était le whisky. Et il dit, et puis en plus, il avait un très mauvais caractère. En revanche, il avait été très séduit par le général Bradley. Enfin, toujours est-il qu'il est officier de liaison et que, comme officier de liaison, il est affecté à droite, à gauche, l'armée américaine qui progresse vers Paris, en même temps que la 2e DB. Et Michel Hiriart se retrouve devant le château de Rambouillet. Le 24 août, il est là, sans mission précise ce jour-là, devant le château de Rambouillet où était venu le général de Gaulle. Et qui voit-il sortir du château de Rambouillet? Son instructeur, son professeur de l'école des cadets de la France libre, le commandant de Cabrol, que René aussi a bien connu. Cabrol, que certains ont connu, qui a été consul général à Édimbourg, que moi j'ai connu pendant 7 ou 8 mois, qui était consul général à Los Angeles. Cabrol, qui était professeur donc à l'école des cadets, qui était d'ailleurs, je crois, directeur adjoint de l'école des cadets, qui était un homme remarquable, d'autant plus remarquable qu'il avait, pendant la guerre, il avait perdu ses 2 jambes. Une fois qu'on avait pu lui mettre des prothèses à ses 2 jambes, eh bien, il avait décidé de reprendre le combat. Il a fini la guerre avec ses 2 prothèses, et quand je l'ai connu à Los Angeles, il était consul général, il était là, personne ne savait qu'il avait ses prothèses, parce qu'il conduisait sa voiture, il faisait de l'équitation, il participait à des concours d'équitation à Los Angeles, donc un homme extraordinaire qui a fini comme ambassadeur. Il avait un frère qui lui a été directeur général adjoint d'Air France. En tout cas, donc, Cabrol sort et il reconnaît celui qu'il avait eu pendant plus de 6 mois comme élève, et il lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Et alors, Hiriart lui dit en attente d'une affectation, je suis officier de liaison, je vous emmène, j'ai besoin de vous, on part pour Paris. Et alors, ils partent pour Paris, où ce qu'il apprend, pas beaucoup de détails, après il a compris plus tard, que le commandant de Cabrol avait un pli à remettre à Georges Bidault, président du Conseil national de la résistance. Donc, en recoupant les événements, on suppose que c'était un pli par lequel le général de Gaulle devait avertir le CNR et Georges Bidault qu'il s'apprêtait à faire son entrée dans Paris le lendemain 25 août, ce qui s'est produit effectivement. Toujours est-il que Michel Hiriart me raconte comment, par des chemins détournés, ils arrivent dans Paris quelques instants avant l'arrivée des hommes de Raymond Drone, du régiment de marche du Tchad. Et il est là, submergé par l'enthousiasme il déferle sur Paris quand les cloches se mettent à sonner pour annoncer l'arrivée donc des soldats du régiment de marche du Tchad. Et donc il reste... il se souvient que Cabrol est monté à l'intérieur de l'hôtel de ville, a remis son pli et il lui a dit avoir été reçu par une femme. Et par déduction, qui était, paraît-il, disait Michel Hiriart, la secrétaire de Bidault, dont on saura après que donc, c'était aussi une résistante, qu'on avait méchamment surnommée Crapote, et qui deviendra l'épouse donc de Georges Bidault, qui était le président du CNR, qui avait succédé à Jean Moulin. Bon, et donc Michel Hiriart reste là et il participe à l'enthousiasme qui s'abat sur Paris. Évidemment, le 25 août, dans Paris, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et je n'ai pas trouvé cette photo, mais il disait qu'il avait une photo de lui prise à l'hôtel de ville le 25 août, où il faisait la gueule. Et il disait, je faisais la gueule parce que je ne sais pas comment ça s'est fait, mais on m'avait volé mes cigarettes et mes objets de toilette. Alors j'étais un peu furieux d'arriver à Paris le jour de la Libération et de me faire voler comme un imbécile toutes mes cigarettes et mes objets de toilette. Enfin, comme il est à Paris et qu'il est officier de liaison, on lui confie une tâche de liaison et d'administration pendant une 8aine ou une 10aine de jours.
Et quand il est là, installé à Paris, on lui dit, il y a quelqu'un que vous allez rencontrer, et peut-être elle aura besoin de vous, c'est Marlène Dietrich, qui doit venir à Paris et qui va résider à l'hôtel Ritz, donc il faudra que vous vous rendiez à l'hôtel Ritz. Alors, ce qui n'est pas trop surprenant, puisque Marlène Dietrich était follement amoureuse de Jean Gabin. Ils avaient vécu ensemble à ce moment-là aux États-Unis, en Californie, et Gabin avait laissé tomber Marlène Dietrich pour s'engager dans la France libre. Il sera fusillé marin de la 2e DB. Et donc Marlène Dietrich, de même qu'elle ira même jusqu'à Berlin pour voir défiler Jean Gabin en mai 1945, mais enfin, ce sera toujours, si je puis dire, une fin de non-recevoir. Toujours est-il que Michel Hériard va rendre visite à Marlène Dietrich, et quand Marlène Dietrich voit la croix de Lorraine de la France libre, elle se précipite et elle embrasse non pas Michel Hériard, mais la croix de Lorraine. Parce que Marlène Dietrich, tout comme Joséphine Baker, faisait partie de ces femmes qui avaient combattu pour la France libre. Et je me souviens, dans un film que j'ai vu il y a très longtemps, un jour d'ailleurs à Montréal, un film sur Marlène Dietrich, journaliste canadien demandait à Marlène Dietrich, qui avait connu pas mal d'aventures depuis quand même 1930 ou 1929, quel a été l'homme qui vous a le plus marqué dans votre vie, et Marlène Dietrich avait répondu, c'est le général de Gaulle. Donc c'est dire qu'elle avait quand même un attachement pour le général de Gaulle. Bon, et puis finalement, au bout de quelque temps, on dit à Michel Hériard de partir pour Saint-Germain-en-Laye, où on lui confie la formation de jeunes recrues, de jeunes volontaires qui sont venus s'engager dans l'armée française, qui vont rejoindre probablement la 2e DB, ou éventuellement plus tard la 1re armée de Lattre. Et puis en octobre, on annonce à Michel Hériard qu'il va rejoindre le régiment de marche du Tchad, qu'il va partir donc en voiture, on va l'emmener en jeep jusqu'en Lorraine, où les combats ont commencé, aux confins de la Lorraine, pour rejoindre une section du régiment de marche du Tchad. Et c'est là qu'il arrive, et qu'il se retrouve nez à nez avec le capitaine Dronne. Et donc, il se présente à Dronne, le libérateur de Paris, le patron de la compagnie restée célèbre, et il dit voilà, l'état-major m'a désigné pour venir vous rejoindre. Alors, Dronne, d'après ce que me disait Michel, lui répond, mais vous savez, moi j'ai besoin de personne, hein, j'ai demandé personne, vous repartez d'où vous venez. Alors là, il y avait, paraît-il, un des officiers de l'entourage de Dronne qui dit, vous savez, il fait mauvais, il pleut, la boue, il a roulé toute la journée, il arrive de Paris, on pourrait peut-être le garder pour même passer la nuit avec nous et dîner avec nous. Bon, bah c'est bien, lui dit Dronne, allez. Ils se mettent tous à table, à la table de Raymond Dronne, et au cours du dîner, tout d'un coup, Dronne dit à Michel Hériard, vous parlez, mais vous avez un accent bizarre quand vous parlez. Alors, Hériard lui dit, c'est parce que je suis basque, mon capitaine. Et Dronne, qui était marié à une basque, dit non, je connais l'accent basque, ce n'est pas l'accent basque, c'est quelque chose d'autre. Alors, Hériard, à ce moment-là, dit, en fait, je viens d'Argentine. Et Dronne lui dit, vous êtes argentin ? Vous parlez espagnol ? Alors, Hériard lui dit, forcément, si je suis argentin, je parle espagnol. Il dit, quoi, alors j'ai besoin de vous, je vous garde. Demain, je vous présente aux hommes de la 9e compagnie. Leur commandant vient d'être blessé. J'ai besoin d'un officier pour la 3e section de la 9e compagnie. La célèbre compagnie des républicains espagnols, dont tous les tanks portaient les noms des batailles de la République espagnole, Teruel, Guadalajara, etc. Bon, et donc, le lendemain, donc Dronne rassemble donc les hommes de toute la compagnie et leur dit, voilà, je vous présente votre nouveau lieutenant qui est là et qui vient d'arriver, et ça sera lui donc votre nouveau chef. Et il donne la parole à Michel Hériard, qui dit qu'il commence par dire quelques mots en français, et comme il sait que la majorité des hommes sont des républicains espagnols, il enchaîne en espagnol. Et alors là, il dit, il fallait voir la tête de ces hommes qui m'entendent
parler espagnol, qui me regarde, et tout le monde, quand il dit rompez les rangs, tout le monde se précipite vers lui. Mon lieutenant, d'où venez-vous? Qui êtes-vous? Il dit, je viens de Buenos Aires. Buenos Aires, mais j'ai mon oncle, j'ai mon frère, j'ai mon père. Pratiquement tous ces républicains avaient des parents qui étaient partis en 1939 lors de la victoire de Franco, qui étaient partis en exil en Argentine. Et attention, ces républicains étaient pour la plupart des communistes, des anarchistes, qui savaient quand même combattre. Ils avaient fait leurs preuves pendant 3 ans dans la guerre civile espagnole. Ils avaient été, pour beaucoup d'entre eux d'ailleurs, internés dans des camps, des véritables camps de concentration au sud algérien, par Pétain. Et donc ils avaient ensuite demandé à rejoindre, dès que la deuxième DB, ils avaient été libérés quand De Gaulle avait rejoint l'Algérie et s'était installé à Alger, parce que Darlan et Giraud ne les avaient toujours pas libérés. Il a fallu que ce soit à l'arrivée de Gaulle pour libérer les hommes détenus à ce moment-là, et ils avaient rejoint, bien sûr, ils s'étaient tous engagés chez De Gaulle. Et donc ils commencent à sympathiser, et ils sont là, et il s'est retrouvé à la tête, et j'ai mis d'ailleurs une photo dans l'entrée du jeune Michel Iriart brandissant donc le fanion de la 9e compagnie du régiment de marche du Tchad. Et c'est avec cette 9e compagnie qu'il va continuer, et qu'il y aura évidemment je ne dirais pas des sentiments d'intimité, mais enfin il y aura pas mal d'aventures assez curieuses d'ailleurs. Puisque avec le régiment de marche du Tchad, ils vont partir en direction du sud de la Bavière, ils vont partir en direction de Berchtesgaden, et alors il aura donc d'abord son premier gros combat, si je puis dire folklorique, en Allemagne, une fois franchi le Rhin, sera autour d'un château que, si certains d'entre vous ont fait du tourisme en Allemagne, un château extraordinaire, le château de Louis II de Bavière, le château de Neuschwanstein, qui était vraiment une des plus belles pièces d'architecture, construit par un roi un peu fou, le roi Louis II, et puis ensuite ils continuent, ils sont d'ailleurs vraiment déjà dans le sud de la Bavière, direction Berchtesgaden, et Michel Iriart racontait comment les Américains essayaient par tous les moyens de retarder l'avance des soldats français, parce qu'ils voulaient être les premiers à arriver à Berchtesgaden. Et alors donc il me dit comment Drone et Iriart lui-même avaient décidé, pour ralentir les Américains sur la route sur laquelle ils se retrouvaient les uns derrière les autres, de mettre en arrière-garde les blessés du régiment de marche du Tchad. C'est-à-dire qu'ils étaient là dans des ambulances, ils étaient là dans des voitures, ils étaient là avec des rochambelles, ils étaient là, et évidemment ils roulaient assez lentement. Et il me dit comment les Américains devenaient fous en disant « Mais enfin, ces types-là, ils vont nous ralentir jusqu'à quand ?» Et officiers américains qui venaient trouver, on dit « Oh, avancez !» On ne peut pas aller plus vite. Pendant ce temps, évidemment, l'avant-garde du 3e régiment progressait, évidemment, à toute allure en direction du sud de l'Allemagne. Et Michel Iriart racontait comment, à plusieurs reprises, il avait dû affronter des officiers américains parce que les Américains exigeaient que les Français s'abstiennent d'arriver à Berchtesgaden et qu'ils laissent donc aux Américains le soin d'être les premiers au nid d'aigle. Et donc finalement, le régiment de marche de Tchad va arriver à Berchtesgaden. Il n'est pas arrivé les tout premiers, mais en arrivant à Berchtesgaden, ils avaient une mission. Ils s'étaient donné, un peu comme Leclerc avait voulu faire flotter le drapeau français sur la cathédrale de Strasbourg, ils s'étaient jurés pendant les combats d'Allemagne de faire flotter le drapeau français sur le nid d'aigle du Berghof. Et en arrivant à Berchtesgaden, ils s'aperçoivent qu'ils n'avaient pas de drapeau français avec eux. Un peu idiot. Alors ils cherchent, et dit Michel Iriart, qu'est-ce qu'ils trouvent? Un drapeau hollandais. Alors ils ont pris le drapeau hollandais, ils l'ont mis à la verticale. Ça faisait bleu, blanc, rouge, mais à la verticale, comme ça au moins il y avait un drapeau français, il y avait les couleurs françaises qui avaient été accrochées à Berchtesgaden. Et parmi les souvenirs de ces combats, parce qu'il avait à un moment donné été aux prises, disait-il, avec la division Hermann Göring, la division allemande qui était une division d'élite, et des combats qui avaient fait beaucoup de morts dans ses rangs. Enfin, dans les souvenirs plus amusants, c'est lié un peu au fait qu'il avait rencontré Marlène Dietrich à Paris. Un jour, ils étaient au repos au bord d'un lac, et tout d'un coup, il sort se promener le matin, et il voit un homme
courir le long du lac. Ça, il nous l'a raconté souvent à ma femme et à moi, cette histoire. Il voit un brave homme qui courait, mais tout nu le long du lac. Et Michel Yart reconnaît immédiatement Jean Gabin. Jean Gabin qui avait décidé de sortir faire son jogging matinal, mais complètement à poil. Alors, Yart l'interpelle, lui fait une observation, retournez, mettez-vous quelque chose, mettez-vous un pantalon, mettez-vous une tenue, ne restez pas comme ça. Et Gabin lui répond, t'es qui, toi, t'es un genou, moi, tu me connais pas, moi qui je suis, comment tu oses me donner des ordres, toi, parce qu'évidemment, Gabin avait déjà la quarantaine à ce moment-là, Yart avait quoi, il avait 24 ans, et c'était quand même, il était lieutenant, et alors, l'autre met au rapport, et rapport chez le commandant, et il a fait mettre aux arrêts Jean Gabin. Donc c'était un de ses souvenirs cocasses, si je puis dire, de la fin de la guerre. Gabin, qui avait été un des rares acteurs français à s'engager dans la France libre lorsqu'il avait décidé de rejoindre De Gaulle. Donc Yart avait connu Marlène Dietrich, et Yart disait à qui voulait l'entendre qu'il n'avait jamais apprécié Gabin, que sa rencontre avec Gabin dans le sud de l'Allemagne lui avait laissé vraiment des mauvais souvenirs, et que Gabin n'était pas quelqu'un de sympathique. Bon, enfin, toujours est-il que la guerre se termine, Yart donc revient à Paris, il participe au défilé du 14 juillet 1945, et là-dessus il a une longue permission, et il part dans sa famille du Pays Basque, chez ses cousins, à Saint-Jean-de-Luz. Et puis il est rappelé à Saint-Jean-de-Luz, parce que comme il avait signé quand même un engagement de 5 ans, on lui dit, bah écoutez, maintenant, la 2e DB va partir pour l'Indochine. Donc vous allez partir avec Leclerc, vous partez pour l'Indochine. Donc Michel Yart, à ce moment-là, se retrouve de nouveau au combat en Indochine, et de ce qu'il disait, c'était que cette guerre en Indochine avait été beaucoup plus éprouvante et cruelle que la guerre qu'il avait menée à travers l'Allemagne ou à travers la Lorraine et l'Alsace, et que c'était avec le Viet Minh quelque chose de tout à fait différent. Il va d'ailleurs faire la guerre, il sera sous les ordres de différents officiers, il terminera la guerre sous les ordres du colonel Massu, et finalement il revient à Paris en 1947. Alors il revient à Paris en 1947, et bon, comme Benjamin disait que son souhait c'était de rentrer à Buenos Aires, évidemment, arrivé à Paris en 1947, le désir de Michel Yart, qui était quand même parti en 1942, démobilisé, c'était de regagner Buenos Aires. Et alors, pour regagner Buenos Aires, à l'époque, notre représentant argentin, conseiller ou ministre de l'ambassade argentine pourrait le confirmer à l'époque, toute personne née en Argentine ne pouvait sortir ou revenir en Argentine qu'avec un passeport argentin. Donc il va faire la queue au consulat argentin, avenue Kléber, pour obtenir un passeport argentin, puisque le sien avait expiré évidemment depuis longtemps, et même en avait-il un quand il avait quitté Buenos Aires. Enfin, toujours est-il qu'il fait la queue devant le consulat d'Argentine pour de nouveau avoir des papiers d'identité en règle, et pendant qu'il est en train de faire la queue, alors évidemment il est très bien habillé, il a des chaussures toutes neuves, il a un pantalon kaki merveilleux, et là donc il y a une femme qui lui adresse la parole. Il y avait une file d'attente parce qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient la queue pour avoir un visa, surtout pour pouvoir gagner l'Argentine. Donc il lui dit, oh, dites-moi, mais où vous avez pu trouver des vêtements pareils, c'est formidable. Et alors Michel Yart dit à cette femme, bah, écoutez, c'est parce que j'étais dans les troupes de la France libre, là je rentre d'Indochine, et donc je suis habillé, la 2e DB, vous savez, nous étions habillés par les Américains, nous avions des vêtements à l'américaine. Donc ce que vous voyez, c'était mes vêtements de repos, si je puis dire, de la 2e DB, qui évidemment changeait un peu par rapport aux vêtements dont disposaient les Français à ce moment-là. Et alors la même femme lui dit, ah bon, et vous, vous partez bientôt, vous rentrez bientôt en Argentine? Alors il lui dit, oui, je prends le bateau, je ne me rappelle plus de la date, il m'avait dit la date, je prends le bateau tel jour à Bordeaux pour Buenos Aires. Et donc cette femme
lui dit « Vous partez ce jour-là de Bordeaux pour Buenos Aires ?» Alors il dit « Oui, 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 j'ai ma place, ça y est, c'est fait, je pars de Bordeaux pour Buenos Aires sur ce bateau. » Et la femme lui dit « Écoutez, elle avait une jeune fille de 16 ou 17 ans à côté d'elle, voilà, c'est ma fille qui part sans moi rejoindre son père à Buenos Aires. Son père, moi je suis espagnol, son père est espagnol, il a quitté l'Espagne quand Franco a gagné la guerre, il est parti en exil, elle n'a pas revu son père depuis 1939, elle habitait en France avec moi, et elle part donc pour la première fois, depuis 8 ans, elle part pour revoir son père à Buenos Aires, elle sera sur le même bateau, est-ce que vous pouvez vous occuper d'elle ? Et Michel Iriart donc lui dit « Aucun problème, je vais m'occuper d'elle ». Et ils sont très bien occupés l'un de l'autre, puisque 3 ans plus tard, ils se sont mariés. Sa femme s'appelait Hélène de Alarcón. Elle était espagnole, mais elle avait vécu une grande partie de sa vie en France. Elle parlait un français, d'ailleurs, comme une Française. C'était une femme très, très sympathique, qui avait une grande culture, et qui a été une compagne de Michel Iriart extraordinaire. Donc Michel Iriart remonte avec d'autres d'ailleurs argentins démobilisés, puisque tous ceux qui avaient signé un engagement en 1942 avaient signé un engagement pour 5 ans. Donc ils se retrouvent tous démobilisés en 1947. Et ils sont tous pratiquement sur le même bateau. Donc ils descendent du bateau à Buenos Aires, et Michel Iriart me raconte comment, à la descente du bateau, tout d'un coup un monsieur en civil s'approche d'eux. C'était le même vice-consul qui avait menacé de mort Michel Iriart, le traitant de traître, de déserteur, le menaçant d'être fusillé, et il voit ce vice-consul avec une croix de Lorraine grande comme ça, qui s'approche d'eux, qui vraiment leur donne de l'accolade. « Messieurs, vous avez sauvé l'honneur de la France !» Voilà donc quel a été l'accueil de Michel, qui avait conservé d'ailleurs beaucoup d'amitié chez les cadets, puisque quand je le rencontrais à Buenos Aires, sa première question c'était « Tu as des nouvelles de Lefranc ?» Puisqu'apparemment il avait beaucoup sympathisé avec Pierre Lefranc. Je me demande d'ailleurs s'ils n'avaient pas partagé une chambre à un moment donné dans leur cantonnement respectif. Et donc Michel Iriart, qui était devenu, quand je l'ai connu, il était non seulement président des Basques français d'Argentine, il était président de la Légion d'honneur d'Argentine et président des anciens combattants d'Argentine. Il faut dire que les anciens combattants d'Argentine disposent d'un hôtel particulier absolument extraordinaire qu'ils ont acheté en 1920 après la Première Guerre mondiale et qui a été, qui tombait un peu en décrépitude et qui en 1992, je crois, a été entièrement refait pour la modique somme de $100 000 par la plus riche famille argentine, enfin en tout cas à l'époque c'était la plus riche famille argentine, la famille Lacroze Fortabat. Le mari et la femme étaient tous les deux d'origine française, c'était les Argentins les plus riches à l'époque, et vu leur origine française, eh bien avant le voyage en France du président Menem, ils avaient décidé de donner $100 000 pour refaire de fond en comble la maison des anciens combattants, absolument extraordinaire, de 3 étages, avec jardin, etc., où j'ai souvent eu l'occasion d'ailleurs de me retrouver avec Michel Iriart. À chaque fois que la Jeanne faisait escale à Buenos Aires, elle était toujours reçue à la maison des anciens combattants. Bon, enfin, toujours est-il qu'avant d'avoir tous ces titres, Michel Iriart termine ses études de journalisme et commence sa carrière de journaliste. L'agence France Presse avait succédé à l'agence Havas, donc il va devenir journaliste à l'agence France Presse. Et de là, il va avoir une carrière extraordinaire. C'est là que je vais commencer, à partir des années 60-70, à voir son nom, à voir sa signature en Amérique latine ou dans d'autres événements, parce qu'il va parcourir tout l'hémisphère américain et il va faire les interviews de toutes les personnalités latino-américaines. Et comme on se rencontrait très, très souvent, je me rappelle un jour en 1997, au retour du voyage que nous avions fait pour le 30e anniversaire du discours de Gaulle à Montréal, le Québec libre, je lui raconte donc le voyage que l'Institut Charles de Gaulle venait de faire à Montréal. Et donc, Michel